Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Je reçois aujourd'hui dans l'émission Plein l'ado Lali Deré qui n'est plus à présenter. Pourtant, nous allons la présenter. Très connue, personnage très connu de la francophonie, bien que ça doit énerver que je dise ça, car elle reste malgré tout extrêmement modeste. Lali Deré, vous l'avez connue, où est-ce qu'on t'a connu? Dans le journal Amodia, devenu à Guéchère, on la voit souvent sur E24 News, où elle répond en général brillamment, on voit sa tête un peu partout, et elle est aussi dans des programmes de télévision israéliens, on l'a vu plusieurs fois, et elle passe pas mal dans les journaux aussi. Ami du journaliste Zvika Klein, qui aime bien faire des choses, Zvika Klein qui aime bien faire des choses avec Lali dedans. Lali, avant de te présenter et de rentrer, pourquoi ce succès? Qu'est-ce qui fait que tout le monde a envie de t'avoir quelque part dans le reportage? C'est mon sourire, il est irrésistible. Le sourire irrésistible de Lali Deré, ça va être le sujet. Mais dernièrement, depuis quelques temps, Lali Deré travaille pour Atid Israël, fait des programmes dans les écoles pour essayer d'aider nos Olim Khadashim, mais encore plus depuis qu'ils sont venus, souvenez-vous, la grande année avec les 8000 Olim qui est arrivé depuis plus de 20 000 Olim sur 3 ans. C'est beaucoup de monde à gérer et on va voir comment Lali a fait une petite pause dans sa carrière un peu journalistique et a décidé d'aller prêter main forte un peu au programme francophone et de créer plein de choses. Elle va nous en parler. Lali Deré, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Prête pour un grand moment sur l'éducation? Un grand moment. Allez, on y va. C'est parti. Plein l'ado. Aujourd'hui, donc, Lali Deré Atid Israël. Vous le voyez, il y a les logos. Lali Deré, qu'est-ce que c'est Atid Israël? Atid Israël, en fait, ça a été créé il y a 2 ans et demi environ. Tout simplement, ça a été créé d'un besoin sur le terrain, mais ce qui est particulier, c'est que ce ne sont pas des francophones qui ont créé ce programme, ce sont des Israéliens qui travaillent depuis des années dans le domaine de l'éducation, dans les écoles religieuses et non religieuses, dans le primaire et dans le secondaire. 2 associations, une qui s'appelle Keren Cherut et la seconde qui s'appelle Yozmat Orot. 2 associations qui s'occupent beaucoup d'identité juive, qui s'occupent beaucoup de culture juive, de coaching un peu pour les écoles qui sont en difficulté, etc. Et au cours de leur travail, ils se sont rendus compte que les écoles où il y avait beaucoup de l'hymne de France, elles perdaient un peu le pied. Elles ne savaient pas comment les gérer du tout. Alors, qui se cache derrière ces 2 grosses institutions dont tu as parlé? En général, quand il y a une belle institution, il y a des gens importants derrière, il y a des éducateurs importants. Alors, qui se cache derrière tout ça? Alors, le fondateur de Keren Cherut, il s'appelle le docteur Rav Dani Tropin. Il a reçu dernièrement le prix de Jérusalem. Il a été nommé Yakir Yerushalayim. Pour son œuvre qui a ça fait déjà des décennies qu'il travaille pour le rapprochement entre religieux et non religieux, pour créer des groupes de parole, etc. Il a fait un travail extraordinaire en Israël. Et il y a une dizaine d'années, donc il a créé ce Keren Cherut pour aider les écoles en difficulté justement, pour essayer de leur donner un peu un nouveau souffle grâce à du contenu nouveau, grâce à une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de voir l'enfant. Ça c'est le Rav Dani Tropin, celui qui dirige aujourd'hui au niveau qui est le directeur en fait, il s'appelle Yehuda Polichouk. Et la deuxième association, ils sont présents dans à peu près 300 écoles environ en Israël, du nord au sud du pays, un peu partout. La seconde association s'appelle Yozmat Orot. Elle se spécialise plus spécifiquement sur l'éducation juive dans les écoles religieuses et non religieuses, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'enrichissement religieux dans les écoles religieuses, et ils donnent ce qui s'appelle Tarbut Yehudit, c'est-à-dire la culture juive, sans rentrer dans les questions d'halakha, parce que pour ne pas créer un peu de tension dans des écoles non religieuses, dans les écoles donc du Mamlarti non religieuses. Toi, au moment où tu vas arriver, il y a quand même 2 gros corps avec de l'éducation très juive, un peu religieuse, etc. Et l'autre, les problèmes d'enfants en difficulté. Tu tombes un peu où, toi, par rapport à ces 2 en fait, c'est les 2. Le problème, le défi à relever pour les Olim de France, il est double.
il est à la fois de les renforcer ou de leur rappeler un peu, de les reconnecter à leur identité juive, mais une identité juive un peu différente de ce qu'ils connaissaient en France. Une identité juive israélienne, c'est pas tout à fait la même chose. La deuxième difficulté, c'est de leur donner un peu une mashmaout, quelque chose d'un peu plus... une raison plus profonde à leur alia. C'est-à-dire que chacun fait son alia pour toutes sortes de raisons. Certains ont des raisons très claires, même si j'ai lu récemment un texte extraordinaire de Nathalie Bellassène, Oana, qui expliquait comment elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi elle avait fait son alia. On ne sait pas exactement pourquoi on fait son alia, mais chacun vient avec un certain bagage. Et des fois, avec les difficultés qui sont inhérentes à l'alia, on oublie un peu pourquoi on est venu. Et quand on oublie pourquoi on est venu, on a du mal à faire face aux difficultés. Donc toujours essayer de les reconnecter aux vraies raisons, aux raisons profondes pour lesquelles ils ont fait leur alia. Alors Lali, avant de continuer avec toi, on va attraper un olé, ou plutôt une ola, et on va la suivre pour essayer de comprendre quelles étaient ses difficultés. Toi, quand tu as fait l'alia, tu avais quel âge ? Moi, j'avais 15 ans. Tu avais 15 ans. Toute seule. Hein, puis on va suivre, on va voir si toutes ces théories étaient valables. Tu venais d'où ? Alors moi, j'ai fait toute mon enfance à Paris. J'étais à l'école juive, à Gaston Thénouji. Et puis un jour, après plusieurs années où j'entendais mon père dire l'an prochain à Jérusalem, à la fin du Seder de Pessah, je lui ai dit il va falloir un moment que tu t'arrêtes de te foutre de sa tête au bon Dieu. Et là, il y a des écrans. Et il va falloir que tu mettes... tu peux pas seulement dire l'an prochain à Jérusalem sans mettre ça. Non, avec une telle façon de parler, ça a dû être facile pour lui de te dire on va casse-toi. Eh ben, tu as raison. Allez, au revoir Lali. Voilà que ça j'arrête de me foutre d'être du bon Dieu. Et hop 15 ans, c'est pas jeune pour partir de la maison. A posteriori, c'est extrêmement jeune. C'est complètement dingue ce que j'ai fait. Moi, j'ai mon fils qui part... très vieille. Non, mais à l'époque, ça me semblait tout à fait normal. Ça me semblait tout à fait possible. C'était en quelle classe ? Je rentrais en seconde. En seconde. Ouais. Donc, mais quoi, J'avais pas encore 15 ans. Ah, d'accord. Ouais. T'as des parents qui te postent, qui disent... Qui me postent, voilà, on va mettre un éclaireur. Tu tombes où ? Alors, je tombe dans une pnimia, c'est un internat qui s'appelait Bnot Sion. Extraordinaire, avec un directeur qui s'appelle Eli Yosef. Grâce à lui, je peux dire qu'il y a des centaines de jeunes Françaises et leurs familles qui sont montées en Israël. On peut vraiment... il est admirable, cet homme-là. Et donc, voilà, donc j'arrive en seconde, je fais donc ma scolarité ici, je passe le bac français, donc pas du tout... Je rentre ça veut dire je fais partie de la société israélienne parce que le directeur nous a fait faire des tioulim partout, des excursions partout en Israël. Et c'était important pour lui qu'on apprenne à connaître le pays par les pieds. Mais ça restait une ambiance française. Ouais. On était entre nous, le bac était français, etc. Donc j'ai emmagasiné énormément d'hébreu, mais je ne m'en servais pas du tout puisqu'on était qu'entre nous. Et après la terminale, donc j'ai passé mon bac ici, je l'ai eu. Et donc, il a fallu rentrer vraiment dans la société israélienne. Et donc là, à ce moment-là, le premier gros clash, c'était toute jeune fille israélienne, soit elle fait l'armée, soit elle fait le Shirut Leumi. Et mon père, il a été très mal conseillé en France par un rabbin qui lui a expliqué que si je faisais le Shirut Leumi, alors j'allais perdre toute mon identité religieuse, j'allais devenir complètement laïque, Il y a toujours un rabbin comme ça. On ne sait pas d'où il sort, mais en général, il est là. Il présente un truc comme ça. Donc, tu as fait l'armée ? Donc, je n'ai rien fait du tout. À cause de ça, j'ai failli rentrer dans un séminaire. Heureusement que il a été un peu trop loin dans son antisionisme, le directeur du séminaire. Donc, je suis partie en claquant la porte. Bref, on va faire court, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, les plus grosses difficultés... il a expliqué qu'en fait, que Herzl et David Ben Gurion n'avaient même pas le droit d'aller en enfer parce c'était tellement grave ce qu'ils avaient fait qu'ils étaient au Kafakela, c'est-à-dire le sous-sol de l'enfer. Et donc je lui ai dit que c'était que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait parce que lui, sans Herzl et sans David Ben Gurion, son séminaire il n'existérait pas. Mais c'est ça. Après, il faisait sa demande de subvention au ministère de l'Éducation. Non, mais qui lui-même, le ministère entier, n'irait pas, même pas en enfer. Voilà. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai pas eu trop. Je crois que j'ai été tellement boostée au niveau sionisme, au niveau idéologie sioniste, que toutes les difficultés, elles ne m'ont pas semblé
elles m'ont jamais semblé. Elles t'ont rattrapé plus tard ou... Non, il y a toujours eu des difficultés énormes. C'est seulement après, a posteriori, quand je regarde un peu mon parcours, je dis purée, j'ai eu des moments quand on était jeunes mariés où on n'avait pas à manger, quoi. Où on recevait des cartons c'était terrible. On était au chômage tous les deux, on faisait des boulots, on faisait du ménage. J'étais enceinte, j'étais caissière debout pendant 8 heures d'affilée. C'était pas simple du tout. On portait des courses sur le dos parce qu'on voulait pas faire les courses à la macolette parce que c'était trop cher. On voulait des trucs de malade que c'est seulement a posteriori que je me dis waouh, comment t'as été capable de faire ça? C'est pas simple du tout. On a vécu dans une caravane, on avait froid en hiver, on avait chaud en été. C'était pas simple du tout, mais on l'a fait et ça nous semblait normal. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants, je me dis mais purée, on leur a bien préparé le terrain. Ensuite, on leur a donné une espèce de force. Notre parcours à nous deux, à notre couple et les valeurs qu'on a transmises à nos enfants, ça les a transformés en des espèces de super-héros, quoi, qui sont capables de tout gérer. Un peu des bonhommes insubmersibles, comme voilà, ça, tu leur ramènes exactement, des trucs. Exactement. Et donc voilà, les difficultés, elles étaient là. Est-ce que c'était forcément des difficultés de Olim ou est-ce que c'était des difficultés de jeune couple? Oui, c'était des difficultés d'Olim parce que nos parents n'étaient pas capables de nous aider. Une partie était en France, une autre partie était en Israël, mais eux aussi, c'était des nouveaux immigrants. Et mes parents qui nous ont rejoints un peu après. Donc oui, on a eu des difficultés, mais jamais on n'a jamais regardé en arrière. D'accord. Alors regarde, on va regarder en avant maintenant. On va essayer d'avancer un tout petit peu. Ce qu'on a compris aussi de ton histoire, c'est que tu n'as pas connu vraiment les difficultés des familles dont tu t'occupes un peu aujourd'hui aussi, qui sont arrivées avec des enfants, qui ont quitté des fois un boulot, etc. Effectivement, arrivé à 15 ans, c'est un autre angle de l'Alia, on va en reparler. On va revenir un tout petit peu sur toi, parce qu'à partir de là, tu te maries très à jeune. 19 ans. Tu te maries très jeune, et donc là, les trucs s'enchaînent, les enfants... Et puis, tu avances un peu dans la vie. Tu vas arriver au journalisme. Un peu par hasard. Tu vas te montrer d'ailleurs très performante, mais un peu par hasard. Ouais, complètement par hasard. J'ai pas fait d'études, moi. C'est très israélien, ça. J'ai pas fait d'études. C'est-à-dire que j'ai très très vite compris qu'en Israël, au contraire de la France, si tu voulais réussir professionnellement, il fallait surtout pas faire tout ce qu'on te dit. Il fallait faire beaucoup plus que ce qu'on te dit. Les Israéliens ne font rien de ce qu'on te dit. Ouais. Non, mais vraiment. Ils ont compris la moitié du raisonnement. Oui. Ça veut dire qu'il faut toujours penser en dehors de la boîte, proposer des nouvelles idées, toujours être prêt à faire plus, te rendre indispensable. Il faut surtout pas faire exactement ce qui est écrit dans le livre. Parce que si tu fais exactement ce qui est écrit dans le livre, personne ne te regarde, en fait. C'est tout à fait normal. On te demande toujours ici de faire plus, de faire davantage, de montrer que tu as à cœur l'endroit où tu travailles. Donc j'ai très vite compris ce truc-là. Je suis rentrée dans le journalisme par hasard, j'ai remplacé quelqu'un et ensuite on a aimé la manière dont j'écrivais. Je suis rentrée dans un site internet qui venait les premiers sites internet en français, Arutz Sheva pour ne pas le nommer. J'ai commencé comme pigiste, ensuite j'ai monté un peu les échelons. Ensuite il y a un journal qui s'est monté, l'Impact. Et ensuite il y a eu Amodia qui est devenu à Gesher. Petit à petit j'ai monté les échelons, j'étais journaliste politique, ensuite rédactrice en chef du magazine. Mais toujours avec cette optique-là. En fait, j'ai l'impression que, en tout cas moi, ce qui m'a fait réussir, c'est que j'ai toujours essayé de voir où est-ce que je peux aider mon peuple. Je sais que ça fait un peu gnangnan, mais j'y crois vraiment. Mais j'y crois vraiment. Dans n'importe quel pays au monde, on dit qui est cet illuminé, mais en Israël, ça peut passer. Non, j'y crois vraiment. Ça veut dire qu'à chaque fois, je me suis dit, où est-ce que je peux aider? Où est-ce que j'aide le plus? Est-ce que j'aide le plus quand je suis journaliste et que je fais de la hasbara, que j'explique un peu la situation, le conflit israélo-palestinien, etc. Ou est-ce que, justement, c'est ce qui a motivé mon changement de professionnel, c'est là maintenant, je suis à une charnière, il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer, une vague d'Aliyah extraordinaire en 2015. Qu'est-ce que je peux apporter? Alors déjà, moi je me souviens de toi quand tu étais journaliste, il y avait quand même beaucoup d'articles sur ces sujets-là, sur le sujet du Chinour. Quelles étaient les problématiques les plus claires et auxquelles l'État n'avait pas de réponse, en tout cas de réponse nette et une vraie politique à suivre? En ce qui concerne les Olim de France, je crois que le plus grand problème, c'est que personne n'arrive à les mettre dans des tiroirs identitaires. En Israël, on a l'habitude, et le système scolaire est à cette image, de mettre les gens dans une
boîtes identitaires. Alors, on a les orthodoxes qui ont leur propre système éducatif. Ils ont même plusieurs systèmes éducatifs. Il y a les orthodoxes séfarades, les orthodoxes ashkénazes reconnus par l'État, les orthodoxes ashkénazes non reconnus par l'État. Il y a les Chabad. Dans le monde sioniste religieux, alors on a les écoles Yeshivot, Tichoniot et Ulpenot qui sont en général en internat, qui ont un niveau très élevé de Torah et de Talmud, etc. Okay. Et les lycées religieux qui sont beaucoup moins religieux, mais qui ressemblent un peu plus, on va dire, à ce qui se passe dans les écoles françaises. Et on a le non-religieux qui est donc, bien entendu, avec seulement quelques heures minimes d'éducation juive, etc. Donc c'est un peu différent des écoles juives qu'on connaît en France. Et donc, le juif français, dès qu'il arrive en Israël, il reçoit sa Teudat Zéhout, c'est presque comme si on lui demandait « vas-y, choisis ton camp ». Et le juif français n'aime pas choisir son camp. Alors, il n'aime pas choisir son camp. On va en reparler tout de suite, parce qu'on va essayer de le suivre un peu arrivant en Israël. D'accord, le juif français, on va faire une petite simulation dans la deuxième partie de Plein Lado, tout de suite, dans quelques secondes. Alors, on va faire une petite simulation avec toi, Lali. T'es une famille française, t'arrives, t'as 3 enfants, et puis, je sais pas, t'as rencontré Shalom Vach et il te dit « Allez à Hadera, c'est très bien, par exemple. » Tu arrives là-bas et qu'est-ce que tu découvres à tous les niveaux? Comment une famille... Bon, on va laisser tomber Shalom Vach, parce que Shalom Vach, il prépare quelque part. C'est une alia boutique, c'est une alia que si seulement on pouvait démultiplier cette réussite-là par 100... D'accord, alors c'est un mauvais exemple. On va prendre quelqu'un qui n'est pas parti avec Shalom, mais qui vient tout seul et qui se dit, tiens, je sais qu'il y a des Français à Hadera, j'ai pas les moyens d'aller à Tel Aviv, Natania, j'aime pas, il y a trop de Français et tout. Hadera, c'est bien équilibré. Et qui arrive là-bas et il doit inscrire maintenant ses enfants, par exemple, dans une école. Et lui-même, il était un peu au Torah, mais il était rentré surtout pour sortir un peu ses enfants du laïc. Et puis, il savait pas trop. Puis, il est froum, comme ils disent un peu là-bas, mais pas trop non plus. Et comment on va le faire rentrer dans les fameuses cases dont tu parlais? Comment, on dit en Israël, où est-ce qu'on le met, ce bonhomme-là et ses enfants? Alors, d'abord, je pense qu'il y a un vrai problème. Et ça, là, je m'adresse aux candidats à la LIA, parce que de ce que j'entends un peu, autant le choix de la ville, il est préparé, autant les problèmes de Parnassa, de où est-ce que je vais travailler, etc., ça, c'est vraiment préparé en amont. Autant, tout ce qui est école, on a l'impression que c'est un peu au bonheur la chance. C'est-à-dire qu'on leur dit, ils se disent qu'ils arrivent en Israël et au Lim, et que là-bas, tout le monde est juif, et tout le monde fait Shabbat, et ou pas, mais à peu près, quoi. On est entre nous, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et donc, on ne va pas aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette école dans laquelle on me propose d'envoyer mon enfant alors que je suis encore à Paris. Comment ça se fait? C'est quand même un peu étonnant. Moi, je me rappelle, effectivement, tu touches un point très sensible. Quand on fait un salon de la Aliyah à Paris, des fois, il y a des centaines de personnes. Moi, je me souviens d'un salon sur 5 jours, salon de l'éducation. Il y avait des écoles qui venaient de chaque ville. Et on avait eu une trentaine de personnes réparties sur les 5 jours. Ouais, non, imagine, ça fait du 7 par soirée quand il y a une délégation de 25 personnes. C'est fou parce que selon un sondage, 70% des Olim de France, ils font leur alia pour leurs enfants. Et il y a une espèce de décalage, je sais pas, de dissonance entre leur motivation pour faire leur alia et le fait qu'ils ne préparent pas leur arrivée l'arrivée des enfants. On va préparer techniquement parlant le cadre, le transfert d'argent. Un délégué de l'agent juif me disait un jour d'ailleurs, si jamais on amène quelqu'un qui parle d'économie, qui parle d'argent, il y a 200 personnes dans la salle. Ouais. Tu amènes un mec qui va parler d'éducation, tu en as 7. Ouais. Donc c'est quand même incroyable. Effectivement, ce truc-là, je monte pour mes enfants, mais au moment d'aborder vraiment l'alia de mes enfants, je ne sais même pas si d'ailleurs on les consulte et on fait un vote à la maison. Vous voulez faire l'ALIA? Vous êtes au courant? Non, vous allez nous suivre. Et on n'a pas obligatoirement tout préparé dans les moindres détails. Non, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que on arrive en général au mois de juillet, au mois d'août. On n'a jamais vu une école israélienne de l'intérieur. On ne sait pas à quoi ça ressemble. On ne sait pas ce que c'est une Yoetzet. On ne sait pas ce que c'est ça s'appelle conseillère d'orientation, mais c'est pas vraiment ça. On ne sait pas ce que c'est un tioul shnati, une excursion annuelle. On ne connaît pas l'école de l'intérieur. C'est incroyable. Moi, je rencontre des fois plein de francophones on a fait un tour en Israël avant la Aliyah. Ouais. On a tourné pour voir les écoles. Ils sont rentrés dedans. Ils ont vu dehors. Généralement, ils ont jamais vu l'école de l'intérieur. Ils n'ont pas rencontré le directeur. Et ça, je pense que c'est la première chose à faire. Vraiment, avant tout,
tout, franchement, avant l'appartement même. L'école, si voilà, par exemple, tu citais Shalom Var, la première chose qu'il fait quand il choisit une ville d'intégration pour ses groupes, il va voir d'abord l'école. Il va pas voir les appartements, il va pas voir rien du tout. Il va d'abord voir l'école, une école qui a envie d'accueillir des Olim. D'accord ? Ça change tout. Une école qui a envie d'accueillir des Olim, c'est tout le tsevet, toute l'équipe et a envie. Et là, a l'impression de faire quelque chose d'énorme, de participer à une œuvre extraordinaire. Donc, moi, je pense que le minimum, c'est d'accéder. Si l'agence juive organise encore des réunions de formation pour les parents, pour les préparer, pour leur expliquer c'est quoi le système israélien. Il y a tellement de différences. J'ai écrit un texte là-dessus. Il est disponible sur la page Facebook justement de Hatid Israël. Avec les différences, pas seulement techniques, parce qu'il y a des différences techniques. Oui, alors ils finissent plus tôt. Il y a pas de cantine, machin. D'accord, ok. Mais c'est surtout les différences philosophiques, on va dire presque, de pédagogie. Pourquoi en Israël, par exemple, il n'y a presque pas de punition? Pourquoi le redoublement, c'est un non-sens en Israël? Pourquoi on essaye toujours de responsabiliser les enfants? Pourquoi on trouvera très souvent des enfants avec un balai dans la main en train de nettoyer leur classe? Et ça fait partie de l'éducation. C'est marrant parce que tu dis, ils n'ont pas étudié le système vraiment de façon sérieuse, alors qu'on a énormément de critiques des francophones avant même la Alia en disant non, moi j'ai dit à mes enfants et tout, avec ce qui se passe en Israël, ils sont tellement, il n'y a pas de règles là-bas, les enfants ils font ce qu'ils veulent, ils courent ce qu'ils veulent. Parce que c'est comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est perçu. C'est comme ça que c'est perçu, alors qu'il y a un vrai. Non, pas du tout. Non, mais parce que on a tellement été habitué à l'école à la française, où l'école à la française c'est tu suis les règles. Et encore une fois, c'est un peu comme la réussite au travail. C'est-à-dire, tu suis les règles et c'est comme ça que tu vas réussir. Que quand on arrive en Israël et qu'on voit ce qui se passe dans les écoles, on a un peu l'impression que c'est un gros foutoir, alors que pas du tout. Alors que tout est fait pour encourager l'enfant à s'auto-gérer au niveau de la discipline, au niveau des devoirs, au niveau du travail scolaire. Alors le français classique, effectivement, comme tu le dis, il va dire « Mais un enfant, il n'est pas capable de s'auto-gérer, allons, il faut lui dire, il faut être sévère, il faut serrer la vis. » Et on voit ces heures d'expression. Chez Francophone, j'étais à Khadera il y a quelques jours pour faire une conférence et les gens disaient « Non, mais ici, vraiment, il y a personne pour eux, c'est l'école, c'est le gosse livré à lui-même et personne qui est là ni pour intervenir, ni pour surveiller, ni avec un programme précis, ni avec des devoirs clairs. » J'ai l'impression que c'est un gros foutoir, comme tu le dis. Le gros problème, c'est quoi vraiment Le gros problème, c'est quoi? C'est que l'enfant israélien qui est né ici, depuis le GAN, il a été habitué à ce système-là. Un Français qui arrive, un Olé Khadash qui arrive en Israël, il n'a pas été habitué à ce système-là. C'est une révolution pour lui. Pourquoi ce système israélien existe? Parce qu'à 18 ans, ces petits gosses-là, à qui on a pendant 18 ans, 12 ans au moins, on leur a donné des responsabilités, ils vont tenir une arme dans la main et ils vont servir leur pays et ils vont défendre leur peuple. Et on n'a pas d'autre choix que de les rendre responsables, que de leur donner des prérogatives, de leur dire choisis, sois grand, sois fort, on compte sur toi, tu as les épaules comme ça larges. T'es pas un tout petit, t'es pas un enfant faible, t'es un bulldozer, on croit en toi. Donc pendant ces 12 ans de scolarité, on leur a transmis ce message-là. Un Olé Khadash qui arrive, et plus il arrive tard, et plus c'est difficile pour lui à ingérer ce message-là, il n'arrive pas à comprendre. Pour lui, toute sa vie, on lui a mâché le boulot. On lui a dit, c'est ça ce que tu dois faire. Nous, on a décidé pour toi ce qu'il fallait faire. Le gosse en France doit juste avoir attrapé une mention au bac, et en dehors de ça, on l'embête pas. Voilà. Généralement, c'est ça. Il y a bien entendu sûrement je suppose que le monde entier est en train de changer à ce niveau-là. Mais en France, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, pour toutes sortes de raisons. Et je pense que c'est vraiment le gros choc ici. C'est qu'on fait confiance en l'enfant. Et moi, j'entends énormément de parents qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est complètement... Il y a énormément de laxisme, etc. » Tout est traduit comme si c'était du laxisme, alors que pas du tout. Il y a peut-être un message à faire passer un peu aux parents francophones qui font leur alia, c'est que c'est vous qui avez décidé de faire le alia, il va falloir vous adapter au pays où vous arrivez. Le pays ne va pas changer, ressembler au système français pour vous faire plaisir. D'abord parce qu'il a étudié, comme tu le disais, par rapport à d'autres besoins. Et ensuite parce que c'est comme ça, c'est le choix du pays. Donc il va falloir s'adapter. Ouais, mais surtout, se préparer à l'avance. C'est-à-dire si tu sais 1 an à l'avance que tu vas faire ton alia, pendant 1 an, tu vas dire à ton fils, regarde, là dans ton école maintenant, on te dit exactement quoi faire, tu as des punitions si ça marche pas, tu redoubles si tu ne travailles pas. Ça ne se passera pas comme ça en Israël. En Israël, on compte sur toi, lui donner
le renforcer dans son bitachon atzmi, dans son confiance en lui, ce qu'il va falloir le faire, ce truc-là. Sinon, encore une fois, ça va être traduit. On va trouver, comme on voit énormément, et c'est très triste à dire, un vrai constat très difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que Atid Israël a été créé. C'est qu'on voit énormément d'enfants qui traînent dans les couloirs, qui dérangent pendant les classes, parce que personne n'est là pour leur dire maintenant, mon coco, tu vas rester cet après-midi. Ça n'existe pas, ça, en Israël. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu aurais proposé concrètement? Si je te donne 1 million de shekels aujourd'hui, je te dis, Lali fait quelque chose pour préparer ces jeunes olim et leur famille. Un projet d'école, de jumelage d'écoles. La première chose. J'aurais pris des écoles qui intègrent des olim en Israël et des écoles juives en France, puisqu'on sait que la majeure partie des gens qui pensent à l'Aliyah ont leurs enfants dans des écoles juives, et faire un projet d'école jumelée avec, justement, pas forcément une préparation à l'Aliyah, parce que je veux pas non plus faire peur aux directeurs d'école, mais juste connaître c'est quoi le système éducatif israélien. Peut-être qu'on a quelque chose à apprendre de ce système éducatif israélien, et peut-être vice-versa aussi. C'est-à-dire que aussi, faire une espèce de... prendre les enseignants israéliens, leur montrer comment marche une école française, il y a aussi des choses à apprendre sûrement de l'éducation à la française, faire une espèce d'échange pédagogique entre les équipes enseignantes et entre les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui fait son Aliyah ici, qui a déjà 1 an ou 2 ans en Israël, qui peut expliquer un peu à son petit copain qui a le même âge et qui pense à l'Aliyah ou dont les parents pensent à l'Aliyah, regarde, c'est comme ça que ça se passe, voilà, faire des échanges et essayer de comprendre. Moi, je pense que déjà ce projet, il est extraordinaire et il pourrait énormément contribuer. Quand tu le dis, ça a l'air d'être une évidence. Pourquoi ça se fait pas ? Parce que il faut trouver des directeurs d'école qui ont envie, parce que ça s'appelle quand même ça ressemble quand même à une préparation à l'Aliyah, et on sait les difficultés auxquelles font face les directeurs d'école en France pour remplir leur... D'un côté, ils sont conscients aussi que... C'est vrai, il y en a certains. Il y a une Aliyah et que de toute façon, il y a un mouvement comme ça. Quoi. Il faut un budget, il faut un gros budget. Tu l'as dit, le $1 million, je ne l'ai pas, mais il le faut. Il le faut vraiment. À mon avis, c'est une condition sine qua non. Parce que si les parents ne vont pas... En même temps, c'est pas un gros budget. On sait qu'on vend aujourd'hui des boîtes de high-tech et que $2 millions rentrent dans les caisses, 2 milliards de dollars rentrent dans les caisses de l'État en 10 minutes. Il faut juste que ça soit une priorité. Est-ce que c'est une priorité ? Est-ce que c'est une priorité, l'intégration des Olim de France en Israël ? Ça, c'est la grosse question. Parce que, je peux en parler un petit peu, dans les programmes que j'organise dans les écoles israéliennes, il a fallu se battre énormément avec la bureaucratie, avec les ministères. Paradoxalement, les directeurs d'école et les équipes enseignantes, ils nous embrassent les pieds. Ils sont très, très, très contents de ce qu'on fait parce qu'ils ont vraiment le sentiment qu'il y a enfin quelqu'un qui donne une vraie réponse aux problèmes d'intégration dans les écoles. Mais pour obtenir les budgets, c'est un vrai défi. Et... pour toutes sortes de raisons, parce que en Israël, par exemple, on n'a pas le droit, sur le papier, on n'a pas le droit de faire un programme uniquement pour les Olim de France. Il faut que le programme soit pour tous les Olim. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai fait rentrer des enseignants qui sont un peu des médiateurs entre les parents, les enfants et les enseignants, d'accord, et l'équipe enseignante, et que je les ai formés pour travailler face à l'Aliyah de France. Alors, on a au ministère de l'Éducation quelqu'un qui va me dire « Ah non, pas du tout, il n'en est pas question. Si tu fais un programme comme ça, il va falloir qu'on le fasse aussi pour les Éthiopiens, pour les Ukrainiens. Or, ils n'ont pas les mêmes besoins. » C'est fou quand même. Ok, c'est vrai, on ne peut pas faire... Mais est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures quand même ? Parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des programmes pour des Éthiopiens, on sait qu'il y a eu des programmes pour les Russes. Ouais. On sait que quand il a fallu, parce qu'il y avait un besoin spécifique à une population, on l'a fait quand même. C'est bien entendu qu'il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'il y a énormément de programmes qui ont été conçus pour des Ukrainiens et pour des Éthiopiens et qui sont proposés aux Olim de France. Or, ils ne correspondent en rien aux besoins des Olim de France. Ils ont été conçus pour une sorte de population. On ne peut pas... C'est tout simple. Des Ukrainiens qui ne connaissent rien, par exemple, en judaïsme, d'accord, qui sont arrivés de Russie ou d'Ukraine et qui n'ont jamais vu des téphilines de leur vie. Okay, on ne peut pas leur donner le même programme qu'à des Français qui ont mis les téphilines pendant toute leur adolescence. C'est pas possible. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les programmes sont créés selon le modèle éthiopien ou ukrainien, d'accord, et ensuite, on veut les copier-coller pour les Français. Ça ne correspond pas. Et donc, les directeurs me disent, alors oui, on me donne énormément de programmes, on me propose plein de choses,
mais aucun ne correspond aux besoins des Français. C'est quand même un peu paradoxal, parce qu'on parle toujours d'Israël, la start-up nation. Oui, mais ça, sur ce truc-là, c'est une espèce de... Coup, on a une espèce c'est un héritage du socialisme. Ouais, voilà, c'est un héritage, à mon avis, c'est un héritage du système socialiste... Qui tout simplement ne peut pas. L'héritage. Voilà, non, c'est ça, c'est les kibbutz. Tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde doit dormir dans les mêmes maisons. Même les kibbutz évoluent aujourd'hui, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation pas encore. Il y a encore, et pas seulement le ministère de l'Éducation en passant. Hein. D'abord, on n'a pas de poids politique. Je vais le dire clairement. On n'a pas de poids politique suffisant. On n'a personne à la Knesset qui représente nos intérêts. Et ça, sans ça. Ça ne fonctionnera jamais parce que les Éthiopiens ont réussi à faire entrer au moins 1 ou 2 députés lors des dernières Knesset. Or, ils ne sont pas plus que nous. Ils ne sont pas plus que nous en Israël. Les Ukrainiens, n'en parlons pas. Ils ont carrément un parti à eux. C'est très difficile. C'est très difficile ce sentiment-là que, alors qu'on fait face à une alia extraordinaire, occidentale qui vient amener énormément de très belles valeurs en Israël, on est obligé de se battre pour chaque chose. Alors, on va se retrouver tout de suite et là, on va rentrer un peu au via Cora, comme on dit, d'Israël, dans la toile de l'araignée. On va aller fouiller un peu parce qu'il y a trop de trucs à résoudre ici. On ne peut pas laisser finir l'émission en disant « Ah, c'est dommage ». On va les provoquer un peu. À tout de suite. La leader non, alors, on va pas non plus trop aller fouiller parce qu'on n'a pas en plus tous les éléments en main, mais viens, donne-nous un exemple concret d'un programme que tu as fait, par exemple, aujourd'hui, qui pourrait être en danger pour une question budgétaire, par exemple. Ok, on a un programme qui s'appelle Moré Metzaref. C'est quoi On s'est rendu compte que il y avait des médiateurs, d'accord, de l'éducation nationale et des mairies. C'est un espèce de projet commun qui travaillait selon les villes. C'est-à-dire qu'il y a en fonction des villes qui accueillent beaucoup d'Olim, ils ont des médiateurs pour dans les grandes exactement, pour tant de personnes, tant de médiateurs. Dans les grandes villes, il y en a un pour le primaire, un pour le secondaire, etc. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, qu'il fallait quelqu'un à l'école, quelqu'un que les enfants rencontrent quasiment tous les jours, qui fasse partie de l'équipe enseignante, qui rentre dans la salle des profs, qui fasse partie des réunions pédagogiques entre profs, qui soit là quasiment tout le temps, pas tout le temps, mais au moins un tiers du temps dans l'école, au sein de l'école, qui soit reconnu par l'école comme étant une prof de l'école. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, on s'est rendu compte qu'il y avait des Olim de France qui étaient enseignants en France, qui faisaient leur alia et qui cherchaient du travail. Et qui n'arrivaient pas à trouver de travail parce que au niveau de la langue, ils savaient pas. Au niveau de la langue, voilà, ils ne pouvaient pas se permettre encore dans les premières années, même si certains parlent assez bien l'hébreu, mais quand même, ils n'avaient pas suffisamment de confiance en eux pour se tenir devant une classe de 30 élèves israéliens et de donner cours. Et en plus, il faut le dire clairement, les directeurs d'école n'étaient pas très chauds pour engager un Olé Hadash pour enseigner à des gosses. On a pris ces deux problèmes-là, on en a créé une solution. On a dit, on va prendre ces enseignants qui parlent quand même l'hébreu, d'accord ? On n'a pas pris ceux qui ne parlaient pas du tout l'hébreu, on a pris ceux qui parlaient suffisamment l'hébreu pour quand même être capables de dialoguer avec des enseignants. Et on leur a fait une formation et on les a transformés en médiateurs dans les écoles. On a obtenu des budgets du ministère de l'Éducation par un programme qui s'appelle Morim Olim, d'accord, qui travaille avec, qui en fait, pour encourager les écoles à engager des Morim Olim, paye la moitié de leur salaire. Okay. La deuxième moitié du salaire étant normalement payée par l'école. Or, on n'a pas trouvé d'école qui a accepté de payer cette deuxième moitié. Il a fallu trouver encore la deuxième moitié du salaire. On est allé chercher encore. Donc, on est allé voir un deuxième département, le département du Remed, du Chinour Memlartidati, d'accord, des écoles religieuses, qui ont accepté de donner la deuxième moitié. Bref, ce programme marche cette année extraordinairement bien. J'ai reçu des lettres de directeurs d'école qui ont dit que ça a révolutionné toute l'approche par rapport au Olim de France. Les enfants sont contents. Ils sont contents d'aller à l'école. Ils attendent le Moré Metzaref avec impatience et les parents sont rassurés. C'est une extraordinaire réussite, sauf que l'année prochaine, je ne sais pas si ça va continuer. Non, mais attends, c'est pas possible. Là c'est moi de révolter.
Ça veut dire quoi ça? C'est une énorme réussite, mais on ne sait pas si ça va continuer. Ouais, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas les budgets, parce que le directeur... Donne-nous quand même un ordre d'idée, Dali. Je ne vais pas faire un chèque, hein, mais non, ça dépend. Un ordre d'idée. À peu près, on parle de quoi? On parle de quel budget, par exemple, sur ce projet? On peut faire des comptes, si tu veux. On a une vingtaine d'écoles. On parle de 10 000, 100 000 dollars, 1 million? On a une vingtaine d'écoles pour le moment. Alors, il faudrait normalement que ça soit dans 40 écoles. On va dire qu'on se contente de 20 écoles, à raison de entre 12 et 16 heures par semaine. Je ne sais pas combien. Les profs, les salaires des profs sont très. On peut faire les comptes si tu veux. Vas-y, sors ta calculette. J'ai à peu près dans la tête. Je vois à peu près de quoi à peu près 50-60 shekels de l'heure, avec 12-16 heures par semaine. Vas-y, fais ton compte. Je sais pas. C'est pas énorme. C'est rien. Au niveau d'un État, c'est ridicule. Au niveau du budget de l'éducation nationale, c'est ridicule. Et on est en train de nous dire, c'est un truc qui fait énormément de bien au Olim, mais il faut ruer dans les brancards. Il n'y a pas un moment où il faut aller dans la rue et commencer à, je sais pas, brûler des voitures comme le font les voyous. Parce que si on t'entend pas, c'est quand même, voilà, c'est quand même très caractéristique ce programme-là. Ça vient de commencer. Et je suppose qu'il y a des gens, c'est leur boulot, ils comptent sur ce salaire, ils vont faire quoi? Même ces Olim là, qui ont fait du bon boulot, qui ont fait du bon travail, qui est reconnu, et puis d'un coup non. Et puis peut-être l'année prochaine, on va retrouver une enveloppe budgétaire. Et puis non, mais c'est pas du travail, ça. Ouais. Ah, mais on veut pas, ne m'engueule pas, j'ai l'impression que c'est ma faute. Non, j'ai envie de pleurer avec toi. Ouais. Je continue, tu vois, je me suis pas... Qu'est-ce qu'on a loupé, hein? Qu'est-ce qu'on a loupé? Parce qu'à mon avis, tu fais pas ça aux Russes et tu fais pas ça aux Éthiopiens. Et il n'y a pas un mec qui oserait annuler un programme au bout d'un an. 2 trucs. Encore une fois, on n'a pas de représentation politique et on ne sait pas gueuler. C'est tout simplement. On ne sait pas crier, on ne sait pas manifester, on n'a pas ça. Alors que mai 68, on a quand même été capable. Je crois que les Français ont montré qu'ils étaient capables de manifester et de paralyser un pays. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du Français? Il a peur de crier sur Israël. Il dit il y a déjà assez de difficultés ici, je ne vais pas rajouter, je ne suis pas monté pour faire des problèmes. Je crois qu'il est submergé par ses propres problèmes, par ses problèmes de Parnassa. Il n'a pas le temps. Il n'a tout simplement pas le temps. C'est ça, c'est surtout ça. Là, sur le coup, encore une fois, je croise énormément de gens de bonne volonté qui ont envie d'aider. Mais c'est pas simple. Ça veut dire que c'est une énorme... Le ministère de l'Éducation, il faut comprendre, c'est un espèce de mastodonte, d'accord, où un étage ne parle pas avec le second étage. Il faut aller, par exemple, moi, ce que j'ai fait, de prendre le département d'intégration des enfants et de prendre le département d'intégration des profs et de dire, venez, on va faire un truc ensemble. C'était une première, personne n'a pensé à faire ce truc-là, d'accord ? Et donc, c'est un espèce de mastodonte avec je ne sais pas combien de milliers d'employés, sans compter les profs. D'accord ? Dans chaque région, il y a des contrôleurs. Les contrôleurs, ils ont des inspecteurs. Les inspecteurs, ils ont des sous-inspecteurs. C'est un truc de fou. Tous ces fonctionnaires peuvent mettre un petit grain de sable qui va enrayer un peu de la machine. Voilà, exactement. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi. Moi, je baisse pas. Je baisse rarement les bras, donc je baisse pas les bras là. Je continue à me battre parce que je pense que c'est un programme extraordinaire, qui fait un très bon travail. Et on est aujourd'hui dans 20 écoles, c'est pas normal. Il faudrait qu'on soit dans toutes les écoles où il y a au moins 10 élèves Olim. Dès qu'il y a 10 élèves Olim, il faudrait qu'on puisse avoir un programme comme celui-là qui travaille, qui fait un truc magnifique. On a juste un exemple de ce qu'on a été capable de faire à l'école Zeitlin à Tel Aviv, ok ? La prof, la Mora Metzarefet, qui s'appelle Magali Renaud, qui est prof d'histoire. Elle a fait un projet avec les enfants Olim. Essaye de comprendre ce qu'elle a fait. Elle est prof d'histoire, elle est spécialisée dans la résistance juive en France. Elle a travaillé avec les enfants Olim et avec les Olim Vatikim, avec ceux qui étaient là depuis plus longtemps, qui parlent français. Ils ont fait ensemble un projet sur toute l'année, sur la résistance juive en France, sur les enfants cachés, sur un truc énorme, sur l'osé, sur le travail, sur la fuite des enfants vers la Suisse et vers l'Espagne, les éclaireuses israélites de France, un truc extraordinaire. Elle a fait tout ce projet-là. Elle a créé, ils sont allés à la Yad Vashem, ils sont allés chercher dans les archives, ils ont travaillé en hébreu, ça veut dire ils ont travaillé leur hébreu, ils ont travaillé leur histoire, ils ont travaillé leur manière de se tenir devant une classe en hébreu et de présenter leur travail. Des Olim qui venaient à peine d'arriver, d'accord ? Et on va recevoir le prix éducatif de Yad Vashem le 12 juin, si Dieu veut. C'est un travail extraordinaire qui a été fait. Ça veut dire...
Et ça, les enfants, ils sont t'imagines un gosse qui vient d'arriver en Israël, qui reçoit le prix de Yad Vashem. C'est extraordinaire comme pour lui donner confiance en lui, pour lui dire qu'il est capable de. Lui, il est capable de tout prendre. Lui, on lui a réduit son temps d'intégration parce qu'on lui a dit, t'es capable. Si toi, t'as été capable de faire ça, regarde, c'est reconnu. Tu as été reconnu par le monde israélien comme ayant fait un travail extraordinaire. Mais le ciel est la limite à ce moment-là pour lui. Et encore une fois, se dire que l'année prochaine, il va peut-être pas y avoir tout ça, ça me fend le cœur, si je peux dire, parce que c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Et en plus, on n'a pas l'impression que tu parles encore une fois de chiffres extraordinaires. Ouais. Tu vas ébranler l'État dans son budget. Ouais. Si on peut lancer un appel au ministère de l'Éducation. Alors, on va d'abord lancer un appel ici, mais aussi à tous les francophones et peut-être à Kalita qui nous reçoit ici dans son studio. C'est peut-être le moment de ruer un peu dans les brancards et de dire Adkan, ça suffit. Jusque-là, non. On refuse que ces morottes-là retournent à la maison en se disant j'ai perdu mon boulot après 1 an, j'ai fait un travail extraordinaire et puis maintenant on me dit d'arrêter et de rentrer chez moi et que tous ces enfants-là restent sans cette fille-là qui va arrondir les angles et qui va arranger le leur sert de béquille tout simplement. Elle leur sert de béquille très 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 souvent. Sur chaque école, elle fait un autre programme. Dans certaines écoles, ça sera plus un renforcement en hébreu. Dans d'autres cas, ça sera plus un dialogue avec les parents. Dans d'autres cas, ça sera plus un dialogue avec les enseignants pour essayer de les aider à gérer les enfants un peu difficiles. C'est obligatoire que ça continue. D'accord. Alors, est-ce que, malgré tout, tu as dit que tu baissais pas les bras? Quels sont les programmes que, dans ta tête, en tout cas, et sur le papier, sûrement aussi, tu commences et tu continues à essayer de faire avancer, malgré tout, en te disant, on va trouver, on va pousser, on va prier? D'abord, je baisse pas les bras pour ce truc de Morim et Tsarfim. Je pense que ça va continuer. On va trouver les moyens. On va faire un peu de forcing. On va faire un peu de... Et ça va aller, j'espère très fort. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de mettre en place un programme de Chonrouyot. Alors, comment on dit Chonrouyot en français? C'est un peu des jeunes qui accompagnent des enfants en difficulté. Voilà, exactement. Pas seulement en difficulté, tout simplement de l'aide aux devoirs, de l'aide à comprendre dans certaines matières où ils sont en difficulté. On a tout un pool d'étudiants qui participent, par exemple, à nos activités au Merkaz Atid Israël, parce qu'on a aussi un centre d'étudiants à Jérusalem. Et il y en a encore plein un peu partout en Israël. Leur offrir une bourse. C'est pas vraiment une bourse, en fait, ils seraient payés à l'heure par le biais d'un programme qui est mis en place avec le ministère de la périphérie. D'aider. Prendre un petit jeune sous prendre un holé par la main. Ouais, prendre un holé par la main, l'aider à faire ses devoirs. S'il a besoin de parler un peu le gosse parce que ses parents sont débordés encore une fois et qu'il n'est pas souvent à la maison et qu'ils sont pas souvent à la maison et qui tout simplement, quelqu'un qui soit là, un grand frère, une grande sœur pour ces enfants-là. On est en train de mettre en place ça. J'espère que ça va se faire très, très vite. Donc voilà, ça, c'est encore un programme qu'on est en train de mettre en place pour l'année prochaine. Et voilà, on avance doucement. On y croit. Alors, parle-moi un peu de la rencontre avec ces familles, justement, de Olim, avec ces jeunes. Quand tu te rencontres à toi, tu es la directrice du programme, etc. Dans quel état ils sont? C'est des gens qui sont contents malgré tout d'être là, qui se battent au jour le jour, qui ont des craintes, qui ont peur de ne pas comprendre. C'est tout mélangé. C'est la fameuse identité française dont tu nous parles aussi. Tout à la fois. Ils sont à la fois euphoriques au fait d'être là, à la fois très craintifs de l'avenir, à la fois ils ne comprennent pas ce qui se passe, leur enfant leur échappe un peu des mains, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui lui arrive. Ils sont pas capables de lire ce qui se passe, ce qu'on leur envoie. Ils se sentent un peu déséquilibrés. Ils avaient l'habitude d'avoir une espèce de maintien comme ça, de colonne vertébrale très 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 claire. Et aujourd'hui, ils sont un peu, ils sont tout à la fois. Ils sont tout à la fois, et c'est vraiment des héros pour moi. Ces personnes qui ont été capables de quitter un endroit, même si bon, d'accord, l'antisémitisme, tout ce que tu veux, on n'est pas tranquille, il fait moche, d'accord. Mais ils ont quitté leur zone de confort, d'accord? Quelqu'un qui sort de sa zone de confort... C'est des gens qui on a dit ça va être dur et ils y vont quand même. Ouais, exactement. Ils savent que ça va être dur et ils y vont quand même parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont capables. Parce qu'encore une fois, ils font ce sacrifice pour leurs enfants. Et c'est vrai. Ça veut dire que même si je te dis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ne préparent pas suffisamment, à mon sens, il devrait y avoir beaucoup plus de préparation en amont au niveau éducatif, beaucoup plus qu'au niveau, au niveau professionnel, au niveau du logement. Ils font ça pour leurs gosses. Ça veut dire qu'ils sont prêts à se sacrifier pour leurs gosses. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire.
Mais à nouveau, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. On peut pas. L'État d'Israël, au début, il s'est créé selon un espèce de mythe du creuset. D'accord ? Le creuset où tout le monde devait rentrer. On mettait un Tunisien, un Polonais, un Russe et un Chinois. Et on sortait un Israélien. Ça n'existe plus. Dans cette ère de multiculturalisme, tu peux plus obliger les gens à réfléchir pareil, à penser pareil, à parler pareil. Moi qui parle en hébreu à mes enfants, par exemple, parce que j'étais encore de cette époque où on disait il faut parler en hébreu aux enfants, il faut surtout pas qu'ils aient deux identités. Je regrette aujourd'hui. Je regrette d'avoir fait ce choix-là parce que je pense que cette identité française qu'on a, et entre nous, cette identité séfarade, surtout, en tout cas pour moi, qu'on a amené avec nous, c'est une richesse extraordinaire qu'on peut amener aux Israéliens. Lali, je vais te poser des questions sur cette richesse extraordinaire et l'apport que peuvent amener les Français qui font leur allié en Israël dans la dernière partie qui sera dans une vingtaine de secondes. À tout de suite. Lali, dernière partie de l'émission Plein l'ado, et là on va arrêter un peu de se plaindre, de crier sur l'État d'Israël qui aurait pu faire plus, et on va essayer de voir qu'est-ce que nous on pourra amener. On sait que les gens qui viennent de France, et malgré tout ce que tu as dit, l'antisémitisme, les problèmes dans les banlieues et tout, on sait que les gens viennent quand même par sionisme, viennent parce qu'ils viennent réaliser le rêve, ils embrassent encore la terre à l'aéroport en arrivant. Et puis, malgré les difficultés qu'ils voient se profiler à l'horizon, ils sont quand même pleins d'espoir d'une vie nouvelle, d'une vie plus juive, d'une vie sioniste où tu es en communion un peu avec la terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, les petits Français, à Israël ? Et dans ce que tu vois quand tu tournes dans les écoles, quand tu rencontres ces Olim, qu'est-ce qu'ils peuvent amener, même au niveau sionisme, même au niveau envie, amour d'Israël et de la terre ? Quel est notre rapport ? D'abord, ils n'ont aucun cynisme, déjà. Et ça, les Israéliens, souvent les Israéliens avec qui je parle, ils ont un peu perdu ça. Ça veut dire que cette espèce d'amour d'Israël, cette espèce de yeux qui brillent quand ils entendent la tikva, etc. Ça existe encore, bien entendu. Une certaine candeur encore. Voilà, comme ça. Exactement. Une certaine candeur, une espèce d'émerveillement. Presque naïf, dirait un Israélien d'écoutant. Ouais, voilà. Mais ça va, c'est de la tikva à la télé. T'as pas besoin de te mettre devant, garde à vous devant la télé. Ouais, ça, ils l'ont gardé. Il y a justement ce refus de tiroir identitaire aussi qui refuse, et ça c'est extraordinaire. Je me rappelle un directeur d'école qui il me fait rire parce que il m'a dit je sais pas quoi faire avec ces Français. Il y a une mère qui est rentrée dans mon bureau, j'ai dû enlever mes lunettes tellement elle était habillée déshabillée, on va dire, parce que je voulais pas trop regarder. Elle parlait que de religion. Et elle m'a engueulée parce que les sandwichs que je donnais à ses enfants, c'était pas la cache-route du Rav Marpoud et qu'il fallait que Marpoud parce qu'elle faisait confiance à aucune autre cache-route. Elle faisait confiance à Marpoud, pas sûr que Marpoud lui ferait autant confiance. Exactement. Et donc voilà, ce refus de rentrer dans les cases. Ces femmes qui n'ont pas de kissouille roche mais qui prient avec toute leur âme, ces papas avec la kippa nanar sur la tête et qui vont à la plage le samedi après-midi. Moi j'adore ce fait que cette espèce de melting pot comme ça, cette espèce de refus de rentrer dans une case, je trouve que ça extraordinaire et je trouve que c'est quelque chose, je crois que les Israéliens ont soif de ça, vraiment. Il y a une chanson. Pourtant, ça ne les empêche pas de rentrer les Français dans des cases. Ouais, complètement. Le croissant, les appartements, vous achetez tout. Il n'y a plus d'appartements, faites monter les prix. Mais je crois qu'il y a une vraie soif d'effacement de ces trucs-là. On voit des gens, je t'ai dit, j'ai vu à Tel Aviv un type qui était avec les tzitzit et sans kippa. Mais par principe. C'est-à-dire qu'il y a des gens où on peut trouver, on parle même pas du nombre de yeshivot, riloniot, des yeshivot laïques qui pullulent comme des gens un peu partout en Israël. Il y a une volonté d'arrêter les dichotomies. Ça veut dire de ne plus rentrer. Jean-Jacques Goldman a écrit Entre gris clair et gris foncé. C'est ça. Ça veut dire qu'on est en plein dedans. Là, il y a une chanson de Hanan Ben-Ari qui a été élue chanson de l'année par l'Union des artistes hier, justement, qui s'appelle Wikipédia, où il dit « Al tachnisuni les shum klouv » ne me rentrez pas dans une cage. Je veux pas rentrer dans cette cage. Je veux pas rentrer dans cette case aussi. Laissez-moi faire mes choix. C'est pas parce que j'ai une kippa que je dois avoir une position bien tranchée sur tout, que vous allez me voir et vous allez décider c'est quoi mon opinion. Et les Français, ils ont beaucoup ça aussi. Enfin, ils avaient beaucoup ça. Malheureusement,
ça on peut le dire aussi. Des fois, ils ont été un peu, comment dire, ils ont eu un peu cette maladie là de traiter les gens de religieux, pas religieux. Il y en a aussi qui ont été atteints par cette maladie malheureusement, mais dans leur ADN, ils sont pas comme ça parce qu'ils sont généralement séfarades, il faut le dire clairement. Les séfarades, les rabbins séfarades, ils nous ont jamais appris à fermer la porte à qui que ce soit. Ils ont toujours laissé une porte ouverte pour tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on a bu avec le lait de notre mère, quoi. Et donc, ça fait partie de notre ADN. Et c'est quelque chose qu'on doit apporter à la société israélienne. D'accord. Là, je voulais te poser une question d'éducateur. Il y a un monde quand même qui est en pleine évolution. On voit aujourd'hui les smartphones, les applications, et toute la tendance de ces réseaux sociaux, c'est de dire, justement, un peu comme tu disais tout à l'heure pour le choix, je veux avoir les choix, arrêtez de me mettre dans des cases, etc. T'as le choix dans tout, définis ton profil, fais ton avatar, fais ton truc, on te laisse le choix tout le temps. Puis on arrive à l'école et on a le choix souvent dans rien. Ouais. Voilà, t'as tes profs, t'as tes cours, on a décidé qu'il faut que tu étudies des maths et du français ou des hébreux et non pas ça, ça et ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est resté coincé loin en arrière, alors que la société avance ses cours. Qu'est-ce qu'on peut amener, non seulement en tant que Français, mais qu'est-ce qu'on peut amener même en tant que jeunes? Qu'est-ce que les jeunes peuvent amener au système, aux écoles, justement à ces cases, pour estomper un peu ces frontières, pour les faire un peu disparaître? Comment on peut les encourager même à faire ça? Bon, ce qu'on a amené, nous les Français, c'est Charlemagne qui a créé l'école. Et depuis Charlemagne, ça n'a pas changé. Voilà, l'école, c'est toujours un prof, avec des élèves en face. Il leur donne du savoir et ils absorbent le savoir. Voilà, c'est comme ça. Et ça n'a pas changé depuis. Donc, d'accord, mais à part ça a changé partout. Tout a changé. Tout a changé, sauf l'école. Tout a changé. Ce que les jeunes peuvent apporter, et je pense que c'est en train de se faire, il y a de plus en plus, en tout cas en Israël, c'est vraiment en train de bouger. Les premiers, c'est pas nous, pour une fois, c'est surtout en Norvège et dans les pays comme ça scandinaves où il y a un vrai vrai changement. Et Israël est en train de se mettre à la page à ce niveau-là. C'est justement de donner beaucoup plus le choix. Ça veut dire qu'on va toujours avoir, on espère que non, mais pour le moment, on a toujours des matières qui doivent être enseignées. L'anglais, l'histoire, machin, etc. La question est comment tu les enseignes. Est-ce que tu viens et tu donnes un savoir et l'enfant est juste une éponge, ou est-ce que tu encourages l'enfant à chercher par lui-même le savoir? Tout est à portée de téléphone. Ils peuvent savoir ce qui se passe en biologie, ils peuvent savoir comment se passe la photosynthèse en 2 secondes. D'accord? Est-ce qu'ils ont la curiosité? Est-ce qu'on leur a pas éteint leur curiosité à l'école pendant toutes ces années-là? Quand on t'enlève le choix, on t'enlève souvent aussi le choix dans la tête. Ouais, exactement. Au bout d'un moment, pourquoi ils iraient chercher tout seul? Donc, encourager, ça c'est les nouvelles méthodes d'éducation, et c'est en train de faire des miracles à mon avis, parce que tu encourages l'enfant à chercher lui-même ce qui l'intéresse. Tu peux chercher, par exemple, tu veux chercher quelque chose en anglais, tu veux apprendre de l'anglais, et ben pourquoi tu l'apprendrais pas en apprenant l'histoire des présidents américains? Ou comment la Constitution américaine a été créée, ou comment c'est, tu comprends ce que je veux dire, pas seulement par des Where is Brian, is in the kitchen, non, mais qu'est-ce qui s'est passé, George Washington, qu'est-ce qu'il a fait, la traite des Noirs, comment il s'appelle, le barbu, Lincoln. Comment Lincoln a arrêté l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette guerre de sécession, par des sujets qui intéressent, ou par des séries peut-être, ça peut être aussi par des séries télé. Ça veut dire que trouver le moyen de captiver l'esprit de l'enfant, de susciter l'envie, donner l'envie d'avoir envie. Voilà, Johnny Hallyday. Encore une fois, Jean-Jacques Goldman, c'est vraiment notre modèle à tous. Notre maître à tous. Voilà, notre maître à tous. Il a tout compris depuis très longtemps. Mais je crois que c'est ça. C'est la prochaine révolution, c'est ça dans l'éducation. C'est-à-dire d'aller et d'éveiller surtout l'enfant, de le motiver, de réveiller quelque chose en lui. Je te raconterai un peu un projet qu'on est en train de monter qui parle exactement de ça, c'est-à-dire donner des envies aux enfants et leur faire confiance pour aller chercher là où il faut ce dont ils ont besoin. Tout à fait. Mais avant tout, les éveiller même à leurs capacités, à leurs possibilités qui sont infinies, et gérer un peu cette énergie infinie aussi qu'est l'enfant. Lali, on pourrait parler encore des heures, on va le faire d'ailleurs, au café tout à l'heure, après l'émission. Voilà, je voulais te remercier d'être venu ici dans Plein Lado, t'es invité quand tu veux.
Et nous, on va se séparer, on va vous dire au revoir et merci d'être fidèles chaque semaine dans cette émission qui est consacrée aux parents, aux ados, aux relations entre eux et aux éducateurs. Vous pouvez venir et si vous avez des noms de gens qui ne sont pas encore passés, on attend vos suggestions. Je vous rappelle le numéro de la boîte vocale, le 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger aussi l'application Studio Qualita sur l'App Store et Google Play, www.studioqualita.com pour nous joindre. À la semaine prochaine et tous les mardis matins à 10h. Merci Ladi, au revoir. Au revoir. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.